J'avais l'habitude de croire que je connaissais ma femme mieux que quiconque au monde. Après 12 ans de mariage, je pensais pouvoir la lire comme un livre que j'aurais mémorisé de bout en bout. Camille était le genre de personne qui arrêtait sa voiture sous la pluie pour aider un inconnu à changer un pneu. Elle faisait du bénévolat au refuge local tous les dimanches, apportait des repas faits maison aux voisins âgés, et avait un jour passé un week-end entier à aider une collègue à déménager, même si elle la connaissait à peine. Tout le monde l'adorait. Lors des soirées, les gens étaient attirés par sa chaleur humaine. Lors des réunions de famille, les proches recherchaient ses conseils. Même ma propre mère l'appelait parfois en premier quand elle avait besoin de parler à quelqu'un. Camille avait ce don. Elle pouvait faire en sorte que quiconque se sente vu, entendu et compris. C'était l'une des choses dont j'étais tombé amoureux 15 ans plus tôt, lors de notre rencontre à une collecte de fonds communautaires. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Je l'avais remarqué à de petits détails. Au début, elle était devenue plus silencieuse, plus distante. Ses sourires n'atteignaient plus tout à fait ses yeux. Quand je lui demandais si quelque chose n'allait pas, elle balayait la question avec des explications sur le stress au travail ou la simple fatigue. Je la croyais parce que j'en avais envie, parce que l'alternative qu'une chose fondamentale soit en train de changer entre nous était trop effrayante à envisager. Les problèmes avaient commencé environ 6 mois plus tôt. Nous essayions d'avoir un bébé depuis 3 ans sans succès. Les traitements de fertilité, les déceptions mensuelles, les procédures invasives, tout cela nous avait épuisés tous les deux. Mais cela semblait affecter Camille différemment. Elle avait commencé à s'éloigner de moi, de nous. Nos conversations étaient devenues plus courtes, plus expéditives. L'intimité naturelle que nous avions toujours partagée semblait tendue, forcée. Puis est arrivée l'invitation au mariage de son amie d'enfance, Émilie. Un mariage de 3 jours dans les Alpes. Tous frais payés pour le cortège nuptial. Camille était demoiselle d'honneur. J'étais invité aussi, mais j'avais une présentation cruciale pour le travail ce même week-end, une présentation que je préparais depuis des mois. Nous en avons discuté un mardi soir au dîner. Tu devrais y aller sans moi, lui ai-je dit en tendant le bras à travers la table pour lui serrer la main. Tu as besoin de ce temps loin d'ici, de t'amuser un peu avec tes amis. À quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose juste pour toi? Elle a hésité, ses doigts se resserrant autour des miens. Tu es sûr? Je ne veux pas y aller sans toi. J'en suis sûr, ai-je insisté, et je le pensais. Amuse-toi, danse, fais la fête, oublie tout pendant quelques jours. Dieu sait que nous avons tous les deux bien besoin d'une pause. Elle est partie un jeudi matin. Je l'ai embrassée sur le pas de la porte, je l'ai regardée s'éloigner en voiture, et je me suis senti soulagé en me disant que ce voyage l'aiderait peut-être à se retrouver. Peut-être que la distance nous donnerait du recul à tous les deux. Peut-être qu'elle reviendrait reposer et que nous pourrions enfin avoir cette conversation honnête sur là où nous en étions et où nous allions. Elle est bien revenue différente, mais pas de la manière que j'espérais. Le dimanche soir, je suis allé la chercher à l'aéroport. Elle avait l'air épuisée, les yeux rougis. Trop de fêtes, ai-je plaisanté en attrapant sa valise. Quelque chose comme ça, a-t-elle murmuré, fuyant mon regard. Les jours suivants ont été étranges. Elle était nerveuse, distraite. Elle passait de longs moments dans la salle de bain. Elle tressaillait quand je la touchais. Le mercredi soir, je suis rentré du travail pour la trouver assise sur notre lit, fixant son téléphone, des larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je immédiatement demandé, inquiet. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Tout le monde va bien? Elle a levé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai vu une chose que je n'avais jamais vue auparavant. De la peur à l'état pur. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle murmuré. Mais j'ai tellement peur. Je me suis assis à côté d'elle, mon cœur commençant à s'emballer. Quoi que ce soit, nous le gérons ensemble. Dis-le-moi, tout simplement. Elle a pris une inspiration tremblante. Je pense. Je crois que j'ai attrapé une infection au mariage. J'ai des symptômes et j'ai peur. Je dois voir un médecin. La façon dont elle l'a dit, la formulation prudente, les yeux baissés, quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Une froide compréhension a commencé à se répandre dans ma poitrine. Quel genre d'infection, ai-je demandé doucement. Elle n'a pas pu répondre. Elle s'est juste mise à pleurer. Je l'ai conduite à la clinique le lendemain matin, en silence.
Ce genre de silence lourd et suffocant qui remplit tout l'espace d'une voiture et rend la respiration difficile. Camille était assise sur le siège passager, les mains croisées sur les genoux, fixant le vide par la fenêtre. Je gardais les yeux sur la route et mes pensées soigneusement contenues, comme si je retenais de l'eau dans mes mains en coupe. Une part de moi voulait exiger des réponses sur le champ, me ranger sur le bas-côté et la forcer à m'expliquer exactement ce qui s'était passé à ce mariage. Mais une autre part de moi, la part qui aimait cette femme depuis 15 ans, était terrifiée par ce que seraient ses réponses. Alors j'ai conduit, elle est restée assise, et aucun de nous n'a parlé. La clinique était l'un de ces endroits discrets avec des fenêtres aux vitres dépolies et une petite enseigne. À l'intérieur, la salle d'attente était presque vide. Un jeune couple était assis dans un coin, tous deux l'air misérables. Un homme plus âgé lisait un magazine sans en tourner les pages. Nous nous sommes présentés à la réceptionniste qui a tendu à Camille un bloc-notes avec des formulaires. Je l'ai regardé les remplir, sa main tremblant légèrement pendant qu'elle écrivait. Il y avait une section sur les antécédents sexuels, sur le nombre de partenaires. Elle a fait une pause à cet endroit, le stylo planant au-dessus du papier, puis a écrit quelque chose rapidement et a continué. Je me suis senti malade. Je serai juste là, lui ai-je dit quand l'infirmière a appelé son nom. Elle a hoché la tête et a disparu par une porte portant l'inscription « Salle d'examen ». Je suis resté assis dans cette salle d'attente pendant 45 minutes, à regarder un talk-show matinal sur la télévision murale, sans le son. Mon esprit passait en revue les possibilités, les scénarios, la chronologie. 3 jours à un mariage. Elle m'avait appelé 2 fois. Une fois à son arrivée, une fois le soir de la cérémonie. Des appels brefs, des conversations superficielles. Que s'était-il passé pendant toutes ces autres heures? Quand elle est finalement réapparue, son visage était couperosé et ses yeux gonflés. Elle refusait de me regarder. L'infirmière lui a tendu plusieurs papiers et une ordonnance, parlant d'un ton bas et professionnel des protocoles de traitement et des rendez-vous de suivi. Dans la voiture, j'ai finalement demandé « Tu veux bien me dire ce que le médecin a dit ?» Sa voix était à peine audible. C'est la chlamydia. Elle a prescrit des antibiotiques. Je dois. Tu dois te faire dépister, toi aussi. Et je dois contacter tous ceux avec qui j'ai été. Tous ceux qui pourraient être touchés. C'était là, la confirmation, suspendue dans l'air entre nous comme de la fumée. Comment est-ce arrivé, ai-je demandé, en gardant une voix assurée, même si tout tremblait à l'intérieur de moi. Elle a commencé à sangloter. De gros sanglots convulsifs qui secouaient tout son corps. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Je n'étais pas moi-même. J'étais tellement confuse. Tellement perdue. Il y avait cet homme. C'était le cousin de la mariée. Nous avons parlé à la réception. J'avais trop bu. Tout semblait si sombre, et il a été gentil. Et je voulais juste ressentir autre chose que du vide pendant 5 minutes. Je me suis garé sur un parking. Je ne pouvais plus conduire. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures avaient blanchi. Tu as couché avec quelqu'un d'autre, ai-je dit d'un ton neutre. Ça ne voulait rien dire. C'était une seule nuit. Une terrible erreur que je regrette à chaque seconde depuis qu'elle s'est produite. Elle a tendu la main vers mon bras, mais je me suis reculé. Est-ce qu'il était marié, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de l'importance de ce détail dans le tsunami de trahison qui me submergeait. Elle a hoché la tête, misérable. Sa femme était là, elle aussi. C'est l'une des cousines d'Émilie. Ils ont 2 enfants. 2 enfants. Une famille exactement comme celle que nous essayions de construire. Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant? Je ne crois pas. Nous avons été discrets. Je suis parti tôt le lendemain matin. Je pensais pouvoir simplement enterrer ça, faire comme si ça n'était jamais arrivé, et que nous pourrions aller de l'avant. Mais la MST a rendu ça impossible, et je terminais à sa place. Elle a tressailli à mon ton. Je mérite ta colère. Je mérite tout ce que tu ressens. J'ai tout détruit et je le sais. Mais, s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Il ne s'agissait pas du fait que tu n'étais pas assez bien. Il s'agissait du fait que moi, j'étais brisé. Je suis resté assis là, à fixer le tableau de bord, essayant d'assimiler le fait que ma vie entière venait de changer à cause d'une confession sur un parking. La femme que je pensais connaître,
la femme gentille, empathique et loyale que tout le monde admirait, s'était saoulée et avait couché avec un inconnu lors d'un mariage, et avait ramené une MST à la maison. Elle aurait été prête à tout cacher si son corps n'avait pas trahi son secret. « Comment s'appelle-t-il » ai-je demandé. « Pourquoi veux-tu ? Quel est son nom, Camille ?» Elle a fermé les yeux. « Maxime. Maxime Dubois. » J'ai redémarré la voiture et je me suis réengagé sur la route. « Où allons-nous » a-t-elle demandé nerveusement. « À la maison » ai-je répondu. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Et tu dois passer des coups de fil. »« Des coups de fil ?» Le médecin a dit que tu devais contacter tous ceux qui pourraient être touchés. Cela inclut Maxime. Il doit le savoir pour pouvoir se faire traiter, ce qui signifie que sa femme doit le savoir aussi. Le visage de Camille a pâli. Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire à sa femme. Cela détruira leur mariage. J'ai failli rire de l'ironie de la situation. Par opposition à ce qui arrive au nôtre. Il a fait un choix, tout comme toi. Les choix ont des conséquences. Nous avons roulé le reste du trajet en silence. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je ne me suis pas effondré. Au lieu de cela, je suis allé dans la chambre d'amis et je me suis assis dans le vieux fauteuil que nous avions acheté lors d'une vente de succession des années auparavant. Camille l'avait retapissé elle-même, passant des semaines à remplacer soigneusement le tissu usé par un magnifique tissu bleu marine qu'elle avait trouvé dans une boutique vintage. J'ai fixé ce fauteuil, cette preuve de sa patience et de son soin, et j'ai essayé de concilier cela avec ce que je savais maintenant d'elle. Comment la même personne qui avait passé des mois à restaurer un fauteuil pouvait-elle être capable de détruire un mariage en une nuit ? Camille est apparue dans l'encadrement de la porte au bout d'environ 1 heure. Son visage était gonflé à force de pleurer et elle serrait son téléphone. « Je l'ai appelé » a-t-elle dit doucement. « Maxime. Je lui ai dit qu'il devait se faire dépister. Il a paniqué, il a commencé à dire que nous devions garder cela sous silence, que sa femme ne devait pas le découvrir. Il a dit qu'il gérerait ça discrètement. « Et tu as accepté » ai-je demandé d'une voix neutre. Je ne sais pas ce que j'ai accepté. Je voulais juste que la conversation se termine. Elle s'est laissée glisser le long du chambranle jusqu'à s'asseoir par terre. Que allons-nous faire ? Nous, ai-je répété. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un nous, Camille. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai brisé ta confiance, mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons suivre une thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Peux-tu défaire le choix que tu as fait ? ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. Peux-tu effacer cette nuit-là ? Non, a-t-elle murmuré. Alors plus rien ne sera jamais arrangé. Pas de la même manière. Je me suis levé et je suis passé devant elle pour aller dans le couloir. J'avais besoin d'air, d'espace, de prendre mes distances avec le poids étouffant de cette nouvelle réalité. Mais au moment d'attraper ma veste, quelque chose m'a arrêté. Une pensée s'est cristallisée dans mon esprit avec une clarté parfaite et glaciale. Maxime allait cacher cela à sa femme. Il allait se faire soigner discrètement et tout balayer sous le tapis. Et sa femme, comment s'appelait-elle ? Je devais le découvrir, allait continuer à vivre dans le mensonge, tout comme j'aurais continué à vivre dans le mensonge si le corps de Camille n'avait pas forcé la vérité à éclater au grand jour. A-t-il dit le nom de sa femme ? ai-je demandé. Camille a levé les yeux vers moi, confuse. Quoi ? La femme de Maxime. Comment s'appelle-t-elle ? Je crois que c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'elle mérite de connaître la vérité, ai-je répondu simplement. Tout comme je méritais de la connaître. Les yeux de Camille se sont écarquillés de panique. Non, s'il te plaît. Non, tu ne peux pas le lui dire. Ça détruira leur famille. Ils ont des enfants. Il aurait dû y penser avant de coucher avec toi, ai-je dit, la voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Et tu aurais dû penser à notre avenir avant de faire ton choix. Il ne s'agit pas de justice, m'a-t-elle supplié. C'est de la vengeance. J'ai secoué la tête. Non, la vengeance, ce serait de publier ça sur les réseaux sociaux. La vengeance, ce serait d'appeler tes parents, tes amis, tes collègues. La vengeance,
ce serait de m'assurer que tout le monde sache ce que tu as fait. J'ai marqué une pause, laissant le temps à mes paroles de faire leur effet. Il s'agit d'honnêteté. Il s'agit de ne pas laisser quelqu'un d'autre vivre dans la même ignorance que celle dans laquelle je vivais. Il s'agit d'être le genre de personne qui fait ce qui est juste, même quand c'est difficile. Le genre de personne que j'étais avant, a dit Camille avec amertume. Oui, ai-je acquiescé. Le genre de personne que tu étais avant. Au cours des jours suivants, j'ai programmé mon propre dépistage de MST. La période d'attente pour les résultats a été une torture. Non pas parce que je m'inquiétais pour ma santé, mais parce que j'étais coincé dans ces limbes entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. Camille s'est installée dans la chambre d'amis sans que je le lui demande. Nous existions dans la même maison comme des fantômes en temps des pièces différentes. Elle a essayé de me parler plusieurs fois, a essayé de m'expliquer, de s'excuser, de faire des projets pour notre avenir, mais je n'arrivais pas à m'impliquer. À chaque fois que je la regardais, je voyais une étrangère portant le visage de ma femme. Les résultats des tests sont revenus négatifs. J'avais été épargné des conséquences physiques de sa trahison, au moins, mais les dommages émotionnels étaient déjà totaux. Les résultats du rendez-vous de suivi de Camille ont confirmé que l'infection disparaissait avec le traitement. Bonne nouvelle, a dit le médecin. Ce sont des choses qui arrivent, a dit le médecin. Faites juste plus attention à l'avenir, a dit le médecin. Comme si c'était quelque chose qui arrivait, tout simplement, comme si c'était un accident, comme renverser du vin sur un tapis. J'ai imprimé les 2 séries de résultats de tests, les siens montrant le diagnostic positif et le traitement en cours, les miens montrant que j'étais négatif. Je les ai mis dans une pochette cartonnée et me suis assis à la table de la cuisine pour les fixer. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Camille, me trouvant là tard un soir. « Je prends une décision », ai-je répondu. Il m'a fallu 3 jours pour trouver Claire Dubois sur les réseaux sociaux. Elle avait le genre de profil qui racontait une histoire, des photos de famille avec 2 enfants souriants, des photos de repas faits maison, des publications sur les événements scolaires et les randonnées du week-end. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air de n'avoir aucune idée que son mari avait détruit leur mariage lors d'un mariage 3 semaines auparavant. J'ai passé des heures à regarder sa photo de profil, une photo professionnelle d'elle et de Maxime avec leurs enfants, tous vêtus de chemises blanches assorties sur fond de coucher de soleil à la plage. Le portrait de famille parfait. Le mensonge parfait. Camille m'a surpris en train de regarder la photo sur mon ordinateur portable un soir. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-elle dit, la voix vide. Ce n'était pas une question. Elle a le droit de savoir, ai-je répondu sans lever les yeux. Et qu'en est-il de notre droit à la vie privée? Et le fait d'essayer de guérir en privé? Je me suis enfin tourné pour lui faire face. Tu as renoncé à notre vie privée quand tu as fait un choix public. Ce n'est pas arrivé dans le vide, Camille. C'est arrivé à un mariage avec 200 personnes autour. Tu as juste eu de la chance que personne d'autre ne vous ait vu. Alors, tu vas me punir en détruisant une autre famille. Je ne détruis rien du tout, ai-je dit fermement. Maxime l'a fait lui-même, tout comme tu nous l'as fait à nous. Je m'assure simplement que sa femme ait les mêmes informations que moi. Ce qu'elle en fait, c'est son choix. Le visage de Camille s'est décomposé. Je pensais que tu m'aimais. Je pensais que nous pourrions surmonter cela. Je t'aimais, ai-je dit, le passé pesant lourdement dans l'air. Je t'aimais tellement que je te croyais incapable de me blesser de cette façon. Mais l'amour ne suffit pas à surmonter la trahison. Et le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation. J'ai trouvé l'adresse email de Claire par l'intermédiaire de son site professionnel. Elle était graphiste et travaillait depuis chez elle. J'ai rédigé un message avec soin, essayant de trouver des mots qui transmettraient la vérité sans être cruel. Mais au final, je n'ai pas pu l'envoyer. Un email semblait lâche, insuffisant. Cette nouvelle allait changer sa vie. Elle méritait d'être annoncée avec tout le poids qu'elle portait. Par l'intermédiaire des contacts de Camille, j'ai découvert qu'Émilie organisait une petite réunion après le mariage le week-end suivant, un barbecue décontracté dans son jardin pour la famille proche et les amis. Camille et moi étions invités. Maxime et Claire y seraient tous les deux. Nous allons à ce barbecue, ai-je annoncé à Camille ce jeudi soir-là. Son visage a pâli. Non, absolument pas. Je ne peux pas les affronter. Tu n'as pas le choix. Si tu ne viens pas, j'irai seul et je raconterai exactement ce qui s'est passé à toutes les personnes présentes.
Si tu viens, nous pourrons le faire avec une certaine discrétion. Une certaine discrétion, a-t-elle répété, incrédule. Tu as l'intention de nous exposer devant tout le monde. Pas tout le monde, ai-je corrigé. Juste les personnes qui ont besoin de savoir. Claire mérite de l'entendre de la bouche de ceux qui l'ont trahi, et non par des rumeurs ou des chuchotements. Camille s'est laissée tomber sur le canapé, la tête entre les mains. C'est cruel. Ce qui est cruel, c'est de la laisser continuer à vivre dans l'ignorance pendant que son mari cache son infection et son infidélité. Ce qui est cruel, c'est de protéger des gens qui ont fait des choix égoïstes aux dépens de partenaires innocents. Le jour du barbecue est arrivé trop vite et trop lentement à la fois. Camille a à peine parlé pendant le trajet en voiture jusqu'à la maison d'Émilie. Elle avait perdu du poids au cours des dernières semaines, et ses vêtements pendaient amplement sur sa silhouette. Une part de moi se sentait coupable de ce que je m'apprêtais à faire. Mais une part plus grande, celle qui avait été dévastée par la trahison, était certaine que c'était juste. Le jardin d'Émilie était rempli des mêmes personnes qui avaient assisté au mariage. J'ai immédiatement aperçu Maxime, debout près du barbecue avec une bière à la main, riant de ce que quelqu'un venait de dire. Il avait l'air détendu, insouciant. Quand il nous a vus arriver, son visage s'est figé l'espace d'un instant avant qu'il ne force un sourire. Claire aidait à mettre en place la table des desserts, disposant des assiettes et des serviettes avec le même soin que j'avais pu voir sur les photos de ses réseaux sociaux. Elle a fait un joyeux signe de la main à Camille, inconsciente de tout. J'ai attendu que la plupart des gens soient arrivés et que la fête ait trouvé son rythme. Puis, je me suis approché de Claire alors qu'elle était seule, en train de remplir le pichet de citronnade. « Claire, ai-je dit doucement, je suis le mari de Camille. Je ne crois pas que nous ayons été officiellement présentés. » Elle s'est retournée avec un sourire chaleureux. « Oh, bien sûr. Je me souviens de vous sur les photos du mariage. C'est sympa de vous rencontrer enfin pour de vrai. Camille parle tout le temps de vous. » L'ironie a failli me briser. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Pourriez-vous venir à l'intérieur un instant ? Et nous devrions probablement aller chercher Maxime, aussi. » Son sourire a légèrement vacillé. « Tout va bien ? » « Non, ai-je répondu honnêtement. Pas du tout. Nous nous sommes rassemblés dans le salon d'Émilie. Claire, Maxime, Camille et moi. Émilie avait demandé si tout allait bien, mais je lui avais assuré qu'il s'agissait d'une affaire privée. À travers les fenêtres, je pouvais voir la fête continuer dans le jardin. Des gens qui riaient et mangeaient, totalement ignorants de la scène qui se déroulait à l'intérieur. Maxime se tenait près de la cheminée, la mâchoire crispée. Camille était assise sur le bord du canapé, ayant l'air d'être sur le point d'être malade. Claire se tenait au centre de la pièce, sa confusion laissant place à l'anxiété alors qu'elle nous regardait les uns après les autres. « Que quelqu'un me dise ce qui se passe, s'il vous plaît » a-t-elle dit d'une voix hésitante. J'ai sorti la pochette cartonnée de la poche de ma veste, celle qui contenait les résultats médicaux que je transportais depuis des jours. Mes mains étaient étonnamment fermes lorsque je l'ai tendue. Il y a 3 semaines au mariage, votre mari et ma femme ont eu des relations sexuelles, ai-je dit d'une voix calme et claire. Ma femme a contracté la chlamydia lors de cette rencontre. J'ai pensé que vous méritiez de le savoir. Le silence qui a suivi fut absolu. Même les bruits en provenance du jardin ont semblé s'estomper. Le visage de Claire est passé par plusieurs expressions, la confusion, l'incrédulité, puis une horreur naissante. C'est pas ça ne peut pas être possible. C'est vrai, a murmuré Camille, des larmes coulant sur son visage. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment, incroyablement désolé. Maxime a finalement pris la parole, la voix aiguë, empreinte de panique. C'est de la folie. C'est un problème médical privé qui ne vous regarde pas. Vous ne pouvez pas juste. Je peux, les jeux interrompus. Et je le fais parce que Claire mérite de savoir la vérité sur celui avec qui elle est mariée, tout comme je méritais de la savoir. J'ai ouvert la pochette et j'ai tendu les papiers à Claire. Ce sont les résultats des tests. Le diagnostic positif de ma femme et la confirmation du traitement. Mes propres résultats négatifs. La chronologie correspond au week-end du mariage. Vous pouvez tout vérifier auprès de professionnels de la santé si vous le souhaitez. Claire a pris les papiers avec des mains tremblantes. Elle les a fixés pendant un long moment, ses yeux parcourant la terminologie médicale, les dates, la preuve accablante de la trahison de son mari. Quand elle a levé les yeux vers Maxime,
son visage était passé de la confusion à quelque chose de plus dur, de plus froid. « Est-ce que c'est vrai ?» lui a-t-elle demandé. L'assurance de Maxime s'est fissurée. « Claire, s'il te plaît. C'était une erreur. J'étais ivre. Je ne pensais pas clairement. Ça ne voulait rien dire. Ça ne voulait rien dire. » La voix de Claire s'est élevée, tranchante de fureur. « Tu as risqué ma santé, le bien-être de nos enfants, toute notre famille pour quelque chose qui ne voulait rien dire. » J'aurais géré ça discrètement, a insisté Maxime en me jetant un regard venimeux. C'est lui qui en fait un spectacle public. 4 personnes dans un salon, ce n'est guère public, ai-je rétorqué. Mais si tu préfères, nous pouvons retourner dehors et je peux partager ces résultats avec tout le monde à la fête. Cela te conviendrait-il mieux? Tu es un salaud, a grondé Maxime. Je suis honnête, ai-je corrigé. Il y a une différence. Claire a relu les documents médicaux, les mains tremblant si fort que les papiers bruissaient. Puis elle a regardé Camille et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Pas seulement de la colère, mais une tristesse profonde et immense. Tu m'as aidé à me maquiller le matin du mariage, a dit Claire doucement. Nous avons parlé de nos familles, de la difficulté que peut parfois représenter le mariage, mais à quel point ça vaut le coup de surmonter les épreuves. Et pendant tout ce temps, tu prévoyais de coucher avec mon mari. Non, a sangloté Camille. Ce n'était pas comme ça. Je ne prévoyais rien du tout. C'est juste arrivé. Et je l'ai regretté à chaque seconde depuis. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Mais tu l'as fait, a dit Claire, la voix brisée. Vous l'avez fait tous les deux. Elle s'est tournée vers Maxime et le regard dans ses yeux aurait pu geler le feu. Sors d'ici. Va chez ton frère ou à l'hôtel. Je m'en fiche. Mais tu ne peux pas rentrer à la maison ce soir. Et si tu ne te fais pas dépister et traiter immédiatement, tu ne rentreras plus jamais. Claire, s'il te plaît. Sors. Chaque mot était aussi tranchant que du verre brisé. Maxime a regardé autour de la pièce, espérant peut-être trouver un allié, mais n'en a trouvé aucun. Il est parti sans un mot de plus, la porte d'entrée claquant derrière lui assez fort pour faire trembler les cadres au mur. Claire est restée là, tenant les documents médicaux, des larmes coulant maintenant sur son visage. Je dois y aller, a-t-elle dit à personne en particulier. Il le faut. Je dois trouver comment l'annoncer à mes enfants. Elle est passée devant nous tous en direction de la porte, puis s'est arrêtée et s'est retournée pour me regarder. Merci, a-t-elle dit doucement. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous non plus, mais merci de me l'avoir dit. Je méritais de le savoir. Après son départ, Camille et moi sommes restés seuls dans le salon. Dehors, quelqu'un avait mis de la musique et des rires flottaient à travers les fenêtres. La fête continuait, inconsciente. Es-tu satisfait? A demandé Camille avec amertume. Non, ai-je dit honnêtement. Je ne suis pas satisfait. Je suis dévasté, mais je suis aussi certain d'avoir fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour nous? J'ai regardé ma femme, la femme que j'aimais depuis 15 ans, qui m'avait aidé à surmonter la mort de mon père, qui avait ri à mes mauvaises blagues et m'avait tenu dans ses bras pendant d'innombrables cauchemars, et j'ai vu clairement qu'elle n'était plus là. La personne qui se tenait devant moi portait son visage, mais ce n'était plus elle. Peut-être n'avait-elle jamais été celle que je croyais. Je demanderai le divorce la semaine prochaine, ai-je dit calmement. Je m'assurerai que ce soit équitable. Tu pourras garder la maison. Je ne l'ai jamais beaucoup aimée de toute façon. Nous partagerons tout le reste à parts égales. Juste comme ça. Sa voix sonnait creux. 15 ans et c'est juste fini. Pas juste comme ça, ai-je corrigé. Je me meurs à l'intérieur depuis des semaines, Camille. J'ai rejoué ce week-end de mariage 1 millier de fois dans ma tête, en t'imaginant avec lui. Je t'ai regardé et j'ai vu une étrangère. J'ai essayé de trouver un moyen de te pardonner, de reconstruire ce que nous avions. Mais je n'y arrive pas. Et me forcer à essayer me détruirait complètement. Elle s'est alors approchée de moi et a cherché ma main. Je l'ai laissé la prendre, j'ai senti la chaleur familière de sa paume contre la mienne une dernière fois. Je t'aime toujours, a-t-elle dit, la voix brisée. Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime toujours tellement. Je sais, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je crois que c'est le cas.
Mais l'amour ne suffit pas à guérir cela. Certaines trahisons sont trop profondes. 2 mois plus tard, je me tenais sur le seuil de notre maison, désormais vide. Camille y avait réemménagé. J'avais trouvé un appartement de l'autre côté de la ville. Les papiers du divorce étaient signés. Les meubles avaient été partagés. Il ne restait que des fantômes et des souvenirs. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert pour découvrir un message de Claire. Je voulais que vous sachiez que je divorce, moi aussi. Il n'y a pas eu que la tromperie. Quand je l'ai confronté plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas sa première fois. Merci de m'avoir offert la vérité. Je retourne vivre dans la ville de mes parents avec les enfants pour prendre un nouveau départ. J'espère que vous trouvez la paix, vous aussi. J'ai répondu, merci de m'en avoir informé. J'espère que vous et vos enfants construirez une belle nouvelle vie. Alors que je m'éloignais de la maison en voiture pour la dernière fois, mon téléphone a sonné. C'était Camille. S'il te plaît, a-t-elle dit quand j'ai décroché, pouvons-nous nous voir? Pouvons-nous parler d'essayer à nouveau? J'ai commencé une thérapie. Je travaille pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je veux te prouver que je peux être la personne que tu as toujours méritée. Je me suis garé sur le bas-côté de la route et j'ai fermé les yeux, laissant ces mots m'envahir. Une part de moi, la part qui se souvenait encore d'à quel point je l'avais aimé, voulait dire oui, voulait croire que les gens pouvaient changer, qu'une trahison pouvait être surmontée, que l'amour triomphait de tout. Mais la part la plus importante, celle qui avait appris de douloureuses vérités sur la confiance, la dignité et le respect de soi, savait à quoi s'en tenir. Je te souhaiterai toujours le meilleur, Camille, ai-je dit doucement. J'espère que tu trouveras la guérison. J'espère que tu deviendras la personne que tu veux être. Mais je ne peux pas faire partie de ce voyage. Je ne peux plus vivre dans la douleur, en espérant qu'elle finira par cesser. Je dois me choisir moi, maintenant. Je dois choisir la paix. Alors c'est vraiment un adieu, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je dit. C'est vraiment un adieu. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment à regarder le soleil se coucher à travers le pare-brise. Le ciel est devenu orange, puis rose, puis violet, puis noir. Et quelque part dans cette transition du jour à la nuit, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas la guérison, il était trop tôt pour ça, mais les premiers frémissements d'une possibilité. Le premier souffle d'un avenir que je pourrais construire selon mes propres termes. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit vers mon nouvel appartement, vers tout ce qui viendrait ensuite. Derrière moi, la maison est devenue de plus en plus petite dans le rétroviseur jusqu'à disparaître complètement. Certaines fins ne sont pas heureuses, mais elles sont quand même nécessaires. Et parfois, la chose la plus bienveillante que l'on puisse faire pour soi-même et pour les autres est simplement de dire la vérité et de s'en aller.